Qu'est-ce qui inspire les gens des métiers d'art? Comment travaillent ces gens-là, les artistes, les artisans? Ils ont quoi dans leur bagage? Aujourd'hui, je rencontre Jessica Beauchemin, ébéniste artisanale, qui fait de l'ébénisterie fine, comme on dit. Et Samian, rappeur, auteur, photographe. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? La poésie, la profondeur, la finesse, la polyvalence et le désir de préserver la transmission des savoir-faire traditionnels. On va aller voir un peu ce qui se cache dans leurs valises. Ici Martin Léon, bienvenue à Tout un bagage. Samian, mon camarade Samian, qui est, rappeur, on le connaît, mais qui est aussi auteur, un gars qui prend la parole, un gars qui a sa plume quand il l'a dans les mains, mais il y a aussi une plume dans son cœur, il y a une vision de société, une vision de l'être humain, de la vie. Ça me touche, je m'identifie à ça aussi. C'est aussi un photographe. Samian, connais-tu Jessica Beauchemin? Non, enchanté. Jessica Beauchemin, là, elle a quelque chose entre autres, en commun avec toi, c'est qu'elle est bien polyvalente. C'est une ébéniste qui travaille le minuscule, le fin, comme si elle travaillait avec des pointes de diamant ou des lames de rasoir. Mais c'est aussi quelqu'un qui est passionné des mots, de poésie, d'authenticité, comme toi, et aussi de la transmission du savoir-faire, le savoir-faire des ancêtres. Ça vous touche les deux, vous avez ce point en commun aussi. Et puis, devant nous, sur la table en ce moment, il y a quelque chose qui m'intrigue, qui m'oblige à poser une première question. Parce que je t'imagine travailler avec des petites lames de rasoir fin. Tes œuvres sont composées de bois mince, des plumes de papillons, des nids d'oiseaux. Mais sur la table, devant toi, il y a une machette énorme. Peux-tu nous éclairer un peu? En fait, c'est une dozuki, c'est une scie japonaise. Dozuki? Oui. Et puis, oui, c'est un outil qui est assez impressionnant avec ses allures de machette, mais c'est aussi un outil qui est très délicat. Ici, on a les dents pour permettre de couper. Elles sont vraiment très fines. Puis, ce qui est particulier de cette scie-là aussi, c'est l'épaisseur de la lame. Elle est vraiment très mince, très étroite. Donc, ça permet de faire des coupes extrêmement précises. Alors, c'est sûr que je ne vais pas couper des ailes de papillon ouais, avec cette lame-là. Par contre, quand j'ai certaines découpes à faire sur des pièces de bois massif, c'est cette scie-là que je vais utiliser parce qu'elle me permet vraiment d'avoir, c'est ça, une précision. Je trouve ça magnifique. C'est plein de micro-détails. Et c'est quoi? C'est du bambou? Je pense que oui, oui. Puis celle-là m'a été offerte par mon père quand j'ai commencé mes études en ébénisterie parce que c'est reconnu comme étant un outil de qualité qui peut te suivre dans le temps, là, tout au long de ton... Ton père est ébéniste aussi? Mon père est agriculteur, mais il a une passion pour l'ébénisterie. Ça, c'est un super bel outil, puis que je vais déposer ici. Il me fait comme un peu peur. Mais j'imagine que tu travailles avec des outils beaucoup plus fins pour couper des ailes de papillon, des nids d'oiseaux. Oui, mais en fait, c'était pas faux de dire que je travaille avec des lames pour ce qui est un des outils que j'utilise beaucoup pour tout ce qui est le travail, soit des ailes de papillon ou des plumes. C'est en fait des outils que j'ai achetés chez un fournisseur pour les hôpitaux puis les médecins. Donc, je travaille avec des ciseaux et des scalpels chirurgicaux. C'est pas l'image qu'on a traditionnelle de l'ébénisterie avec les grosses machines et tout ça. Moi, c'est vraiment beaucoup dans le détail, dans la précision, mon air de jeu, si vous voulez. Ouais. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment le plus de plaisir, c'est quand je touche la matière, quand c'est vraiment mon rapport aux mains, au travail plus, c'est ça, intime, manuel. Mais on peut dire micro-ébéniste? Oui. Ça ressemble plus à ça. Moi, ce que je dis des fois, c'est de l'ébénisterie fine. Le désir d'apprendre est précieux au cœur des artisans et des artisanes. C'est un atout, en fait, comme être curieux. Est-ce que les outils d'aujourd'hui sont les mêmes qu'on utilisait traditionnellement? Par exemple, l'artiste est amené à vouloir vérifier ça, à faire des essais. Explique-nous ce que tu vois, Samian. Qu'est-ce que tu vois? Parce que le monde... Moi, j'ai stické sur les cartes parce que je fais de la magie de rue depuis 10-12 ans. Tu fais de la magie de rue? La cartomagie, tu sais. Ouais. C'est sûr que... Je sais pas si on alors, ce que Samian a dans ses mains en ce moment, là, c'est... C'est difficile à décrire. C'est comme un arc. Peux-tu nous le décrire? Il y a des... En fait, là, ce que je présente là, c'est quelque chose de très intime parce que d'habitude, je suis assez pudique sur mon processus de création. Là, c'est les tests que je fais présentement. Donc, on est vraiment dans mon petit quotidien créatif
d'aujourd'hui. C'est en fait une espèce de cadre, puis là, il est pas beau, là. C'est des bâtons de plywood, c'est très assumé. Donc, des baguettes de plywood assemblées ensemble qui font une espèce de long U sur lequel il y a des fils de tendu. Les fils passent à travers des trous qui sont percés dans les cartes. Et en fait, c'est une espèce de cadre. Attends, j'ai envie de t'interrompre parce qu'avant que tu dises qu'est-ce que c'est, j'aurais envie de savoir, toi, Samiane, qu'est-ce que ça te fait, cette œuvre-là? Qu'est-ce que tu vois? C'est quoi que tu vois? Avant qu'on ait la réponse, là. Ben, moi, je vois un arc, là. Je vois un métier, je vois quelque chose qui, évidemment, qui te sert à construire ça, à fabriquer ça, avec ça ici. Moi, ce qui m'intrigue, c'est les cartes, là. Pourquoi ça t'intrigue, les cartes? Parce que les cartes, pendant des années, j'ai voyagé avec un paquet de cartes. Ouais. C'est universel. Que je me retrouve en Chine, en Indonésie, au Japon, je ne parlais pas la langue. Et mon seul moyen de communiquer avec les gens, c'était avec un paquet de cartes. Et faire un tour à quelqu'un, faire de l'illusion et tout. Fait que c'est ça qui m'a juste vraiment attiré là-dessus. Fait que je me demande pourquoi mettre des cartes et pourquoi c'est quoi ton rapport avec les cartes, en fait? Bien, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que tu dis, toi, le paquet de cartes, c'était un peu ton outil d'approche, ton outil d'échange, un peu la base, si tu veux, pour ton... Mais en fait, ça, c'est une ancienne technique de tissage, donc de travail de la fibre. Ils appellent ça le tissage aux cartes. En anglais, c'est tablet weaving. Là, moi, je l'utilise... Ça a l'air ancien comme technique, en fait. Oui, c'est assez ancien. Là, je peux pas vous dire l'historique. Je n'ai pas poussé sur le... Mais c'est extrêmement de base. Ça permet souvent de tisser des bandes. Puis c'est quelque chose, en fait, que je trouvais intéressant parce que, justement, c'est hyper low-tech. Ce n'est que de la manipulation très de base. On peut faire des choses extrêmement complexes. Là, moi, je fais vraiment un tissage de débutant parce que j'explore. C'est pas ma matière première. Puis, avec le fil ici, en fait, ça, c'est une petite navette, effectivement, que je me suis faite moi-même parce que souvent, c'est très gros. Moi, je suis dans encore là, le minuscule. Mais je peux venir tisser. Donc, c'est-à-dire que je fais un passage, je tends mon fil, puis je reviens. Et là, moi, mon jeu avec ça, c'est que je travaille à essayer d'intégrer des matières. Ces temps-ci, ces dernières années, j'ai fait beaucoup de cueillettes. Donc, je me promène dans mon environnement proche, puis je suis très sensible aux matériaux qui y a autour de moi. Donc, je vais marcher, je vais voir une fleur, puis bon, on m'a dit que j'avais le droit de fouiller dans ma valise. Là, il y a une valise devant toi, là, avec des objets dedans, significatifs pour toi. Par exemple, ça, c'est des... Tiens, je vais le passer. Ouais. Ça, c'est des exemples de choses que je cueille autour de moi. Bien, je vois une guêpe. Vous avez une guêpe, une abeille? Une abeille morte, une abeille morte, oui. Je vois des bourgeons, une fleur, fleurs séchées, des herbes. C'est des objets que tu cueilles puis qui t'inspirent, Jessica? Oui, bien en fait, moi, je remarque beaucoup les choses. Par exemple, les fleurs de pissenlit. Vous savez, quand les pissenlits, les graines de pissenlit, quand ils meurent, là, il y a l'espèce de petit parasol qui vient, qui reste. Moi, je trouve ça magnifique. Ouais, vraiment. Ça me fascine. Je trouve ça extrêmement touchant comme matière, mais souvent, tu sais, on passe à côté, puis on s'en fout un peu, tu sais, on est pris dans notre vie, on est pris dans notre... Puis on parle beaucoup du rapport à la nature. Moi, je viens de la campagne, mais j'habite en ville, mais il y en a aussi de la nature en ville, mais souvent, on la voit pas, on l'oublie, on l'intègre pas, puis ça... Pour moi, il y a un sens à aller chercher là aussi, tu sais, de porter attention aux détails. Je le dis, je suis dans les détails dans ce que je fais, mais je suis dans les détails dans à peu près tout dans ma vie, tu sais. Fait que là, je reviens ici. J'ai fait un test qu'on voit ici, c'est en fait de l'écorce de bouleau. Que tu tresses avec ton métier. Qui a été tissé, intégré. C'est du cuir de lézard gold. Puis c'est un peu un jeu, tu sais, là, présentement, ce que je fais comme recherche, c'est d'essayer de voir comment je peux mettre en valeur les matières naturelles qu'on oublie, qu'on trouve un peu banales. Tu sais, de l'écorce de bouleau, moi, je trouve ça fabuleux comme matière, mais la majorité des gens sont peu sensibles ou impressionnés par cette matière-là. Ça part bien un feu, en tout cas. Ça part bien un feu, c'est ça. Tu peux écrire un poème dessus aussi, peut-être, si tu veux. Oui, mais tu sais, l'espèce de dégradé de couleur, la sensibilité, moi, je suis beaucoup émue par ces choses-là. C'est très sensible à ça. Donc, mon jeu, c'est d'essayer comment je peux les mettre en valeur sans les dénaturer, comment les rendre, les montrer comme le trésor, comme je les vois, finalement. Pour beaucoup d'artistes, la nature demeure un des plus grands fournisseurs de matériaux de base. Écorce, coton, papier, verre, pierres précieuses, métaux, plumes, etc. Et une des plus grandes sources d'inspiration.
Les outils, par contre, souvent, sont plus des créations humaines. Tu as créé ton propre outil ici, là. C'est quelqu'un qui t'a appris, qui t'a transmis comment faire ça? L'ébénisterie vient de mon père, le tissage vient beaucoup de ma mère. J'ai appris à tricoter quand j'étais petite. On avait un métier à tisser chez moi, tout ça. Puis, présentement, elle explore beaucoup ça. On en a discuté. Mon père avait fabriqué une espèce de petit métier en bois pour ma mère aussi, pour faire du tissage comme ça. Mais il n'était pas tout à fait adapté pour mon type de projet. Donc, j'ai fait un peu de recherche, puis je me suis dit, bien, je vais juste le tester. Donc, c'est beaucoup des recherches, des tests, mais oui, j'ai fabriqué mon... À partir de ce que tu avais vu que tes parents avaient fait. Souvent, les parents, ils peuvent... Y a-t-il quelque chose dans tes parents, toi, qui te... T'as-tu des poètes dans tes parents, des photographes, comme tes photographes, des auteurs? Mon père était photographe. C'est grâce à mon père que je fais de la photo. Mais mon père, ouais, il y a tellement un côté artistique très bohème, très... tu sais, c'est pas quelque chose qu'il a exploité, c'est pas quelque chose qui a nourri vraiment dans sa vie. J'ai l'impression que ces rêves-là, il les a enfouis à quelque part quand il était plus jeune, mais... C'était pas son métier. Il a pas fait ça comme métier. Mon père tirait des joints, il était peintre, mais en même temps, tu sais, il arrivait d'une pièce comme ça, puis lui, son slogan, c'était comme « Comment déménager sans changer d'adresse ». Et c'était ça, il s'était fait une carte d'affaires. Et c'était hallucinant, là. Je veux dire, il rentrait quelque part, puis avec du plâtre, de la peinture, il transformait ta maison. Il t'encastrait des aquariums dans des murs. Il arrivait dans une salle de bain, dans des condos, puis il refaisait tout ce qu'on voyait au plancher, au plafond. Fait que, des fois, il y avait un bain tourbillon avec des marches, mais lui, il reproduisait tout ça dans le plafond, puis il pouvait encastrer une télé. Il faisait des affaires vraiment... Et t'as-tu transmis quelque chose de ça? Il m'a beaucoup... Ouais. Tout le côté architecte, le côté la photographie, évidemment. Je pense que tout petit, je me rappelle d'être tombé sur une vieille boîte à souliers dans un de ses garde-robes. Ouais. Et j'étais enfant et je suis tombé sur des photos que lui avait prises en Colombie-Britannique. Quand je suis venu au monde, il est parti vivre dans l'Ouest. Et je suis tombé sur des photos en argentique, en noir et blanc. Et ça a été mon déclic pour moi de me dire je vais faire de la photo en noir et blanc. Et pourquoi c'était important pour toi de faire une exposition de photos puis de faire ces voyages-là en Nouvelle-Calédonie puis un peu partout, là? Pourquoi c'est important de le faire? Parce que ton père aurait pu juste t'inspirer que c'est cool de faire de la photographie argentique. Mais là, toi, tu t'exprimes avec ça. Tu as fait même une exposition, L'Enfant de la Terre. C'est quoi le sens de ça pour toi? Bien, c'est une autre façon d'écrire, je trouve. D'écrire? Ouais, je trouve que chaque photo est un poème. Chaque photo a une image vaut 1000 mots, les mots valent 1000 images. Je trouve que ça se rejoint. Et à un moment donné, moi, j'ai vraiment voulu quitter l'industrie de la musique. J'ai voulu partir de tout ça. Vraiment, j'étais à bout de tout ça. Et la photo m'a réellement sauvé, m'a réellement remis... a tout remis en perspective. Et j'ai découvert que je pouvais continuer à écrire de la poésie avec des images, avec de la lumière et ces choses-là. Fait que pour moi, c'était une autre façon d'écrire. Et tu continues de dire quelque chose aussi dans tes photos? Ouais. Tu sais? Et c'est un autre langage universel. Je pense que moi, ça a été une autre façon de communiquer. Tu arrives à capter l'âme de quelqu'un, j'ai l'impression. Et il y a des pays... en Afrique du Nord qui refusent de se faire prendre en photo parce qu'ils savent que c'est comme si tu enlevais une partie de leur âme. À ce moment-là, tu peux prendre l'outil que Jessica Beauchemin a apporté ici sur la table, la machette délicate. Ou je sors un paquet de cartes et ça détend l'atmosphère. On se retrouve toujours à exprimer une facette de l'être humain quand même, celle qu'on porte à l'intérieur de soi ou celle qu'on voit autour de nous ou dans notre époque quand on est artisan ou artiste. Oui, le plus souvent, une œuvre évoque une facette de la vie, un point de vue sur une facette de la vie. Un ressenti, une prise de parole, une quête personnelle. Comme si une œuvre était une métaphore d'une tranche de vie, humaine ou autre. C'est comme ça. La création artistique est un peu une façon de dire « je ressens, donc j'existe ». J'ai l'impression que de créer un monde, faire ce que tu fais, Jessica, de créer des mots, de créer de quoi on vit, des images, des expositions de photos, des voyages, aller observer comment le monde vit, puis le retransmettre. Il me semble que c'est ça le job de l'artiste, non? Il me semble que c'est ça la base, je trouve, le fondement. Puis qui donne un sens. Moi, ça donne un sens, en tout cas, à mon quotidien. Mais c'est tout ça une question de cœur, je pense. C'est le reflet de notre cœur, de notre âme, de
c'est comme ça qu'on le reflète, j'imagine. J'imagine que c'est la même chose pour toi. Je pense que pour faire un lien avec la poésie, la création artisanale, la photographie, c'est toujours de transformer du négatif en positif. On transpose, finalement. Ça part du chaos. Ouais. Puis ça s'organise après ce que je t'interromps. Ben, c'est exactement ça. Je regarde ton travail, puis écoute, il y a sûrement eu une tempête à un moment donné à l'intérieur de toi pour créer ce genre de... Aussi fin, aussi léger. Il y a ceux-là aussi derrière, là, c'est des papillons. En fait, c'est un cadre dans lequel, d'un côté, il y a une sculpture faite avec des bandes de bois courbées et sur lesquelles il y a des plumes. Donc, moi, j'appelle ça une marqueterie de plumes. Donc, c'est des petites lamelles de plumes qui sont collées sur les rubans de bois. Et de l'autre côté, il y a un exemple de la plume qui a servi. C'est des plumes de Martin Pêcheur. Puis en fait, c'est inspiré d'une technique traditionnelle. Je pense que c'est en Chine, enfin en Asie. À l'époque, ils faisaient des bijoux avec des plumes de Martin Pêcheur parce qu'elles sont iridescentes. Donc, à la lumière, ça réagit différemment. C'est une série que j'avais appelée Curiositas. Donc, c'est un peu les cabinets de curiosité, d'aller chercher cet élément de la nature puis de le mettre en scène. C'est magnifique. Puis celle de l'autre côté, en fait, c'est dans la même série. Donc, les cabinets de curiosité, c'est avec des ailes de papillon. Donc là, c'est de la marqueterie d'ailes de papillon. Le défi, c'est qu'il y a une poudre sur les ailes de papillon. Puis si on les manipule trop, bien, la poudre s'en va. Puis on n'a plus l'effet iridescent. Là, ça s'abîme vraiment facilement. Puis ce qui me touchait beaucoup dans ce que tu disais, Samiane, c'est que tu parlais de poésie avec la photo. Tu sais, bon, il y a tes textes, il y a tes poésies de mots, mais il y a la poésie avec la photo. Puis c'est quelque chose, moi, qui est revenu dans mes recherches, une poésie visuelle. Comment, avec ma matière, mes techniques, je peux aller chercher une poésie, quelque chose. Puis c'est... Ce que je trouve un peu dur, c'est que souvent, bon, on nous demande d'expliquer. C'est un peu dur à expliquer, cette poésie-là. Tu sais, c'est un moment où à l'intérieur de moi, je sens que oui, là, il se passe quelque chose. Il y a comme un sens qui émerge de ça, qui, moi, vient me toucher. Puis là, tu dis, OK, là, il se passe quelque chose, ça a un sens. On a donc dans notre bagage des outils qui nous permettent de transformer la grossièreté en finesse, le brut en subtil. Des outils pour éplucher délicatement une bûche d'ébène comme si c'était une orange, ou sculpter un voile de mariée dans une roche de marbre. Les outils sont au service de la sensibilité de l'artiste. Pour moi, dans la délicatesse, il y a une force. Puis je retrouve ça autant dans ton travail d'auteur puis de vision, Samiane, que dans ton travail d'artiste ébéniste. Puis je voudrais vous dire merci de ça parce que ça me touche. Moi, ça nourrit ma sécurité d'être en présence de délicatesse. Alors que je deviens plus facilement insécure devant le brut, le scrap, le trop rough ou la violence. Je suis nourri par ça. J'ai apporté un cadeau pour toi que j'aimerais mettre dans ton bagage, si tu le veux. Si tu le veux pas, tu peux le mettre aux poubelles. Puis je t'ai pris moi-même dans la rivière, simplement une huître de rivière, une coquille d'huître de rivière avec de la mousse un lichen qu'il y avait sur une pierre sur le bord de la rivière en face de chez moi. Comment est-ce que je peux faire? Est-ce que je la transmets? Oui, est-ce que je suis le passeur? Moi, je suis le messager. Mais merci énormément. Mais ça... C'est juste la délicatesse puis l'organique. C'est ça que tu représentes pour moi. Mais ça, c'est magique pour moi. Ça va être le souvenir de notre rencontre. Puis je sais qu'il va rester dans mon bagage, dans mes boîtes, dans ma collection d'objets. Puis à un moment donné, il va refaire surface d'une manière ou d'une autre. Tu sais, il y a ça. J'ai lu quelque chose un matin, j'ai envie de vous le partager. C'est de Arthur Koestler. La véritable créativité commence souvent là où le langage s'arrête. Ouais. Merci, gang. À plus tard. Tout ce temps qu'on passe sur une œuvre parfois a un sens difficile à expliquer. Il y a un réel plaisir à développer un sentiment d'appartenance avec une œuvre. À partir de là, qui détermine à quel moment l'œuvre est terminée? L'œuvre ou l'artiste? À bientôt, mes amis.